Bienvenue tout le monde. Vous connaissez ma fascination pour l'univers des sectes et bien sûr du true crime, et il arrive vraiment malheureusement souvent que les deux se rejoignent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une histoire qui comblait les deux, soit l'attaque au sarin qui a eu lieu au Japon le 20 mars 1995. L'attaque au sarin du 20 mars 1995, c'est un des pires actes terroristes qui a été commis par une secte. Cette secte-là, elle s'appelle Aum Shinrikyo, plus souvent simplement appelée Aum. C'est une des pires attaques. En fait, c'est la pire attaque qui a eu lieu au Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, on parle ici de 13 morts et près de 6300 blessés. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de blessés? C'est que cette attaque-là, elle a eu lieu à 8 heures du matin. 8 heures du matin, un jour de semaine, heure de pointe, métro de Tokyo, on estime qu'il y avait environ 9 millions d'utilisateurs à ce moment-là. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de personnes affectées? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est le principe du sarin. Le sarin, ce qu'ils ont fait, en fait, ils l'avaient produit en laboratoire et ils l'ont amené dans les rames du métro. En fait, ils ont affecté 5 rames. Donc, il y avait 5 personnes qui se sont présentées avec du sarin sous forme liquide. Donc, ils étaient dans des pochettes en plastique qu'ils avaient recouvert de papier journal pour pas que ce soit vu, bien sûr. Donc, 5 personnes sont rentrées dans le métro. Ils embarquent dans les wagons de métro. Ils ont leurs pochettes, ils mettent ça à leurs pieds, cachés en dessous des sièges. Et quand ils sont venus pour sortir à une station de métro, ils avaient chacun un parapluie. Avec la pointe du parapluie, qui est déjà un petit bout pointu, ils se sont assurés de l'avoir aiguisé au préalable. Et là, ils ont percé les pochettes de plastique à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elles étaient bien percées. Ce que ça fait au contact de l'air, c'est que le sarin liquide devient alors vaporeux. Donc, il va s'évaporer au contact de l'air. Là, vous allez me demander qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là. Ces personnes-là qui avaient les pochettes portaient des masques. Même en 1995, c'était déjà dans la culture du Japon, dans les endroits publics, de se promener avec des masques, étant donné qu'ils sont une grande population qui font très attention à leur hygiène. Donc, ces gens-là avaient des masques, ils ne sortaient pas de la norme. Ils se sont dépêchés à sortir à la station de métro. Il y avait des voitures avec d'autres membres de la secte qui les attendaient pour partir très rapidement. Par contre, le sarin va affecter, entre autres, beaucoup les yeux. C'est vraiment un gaz là, qui va affecter le système nerveux. Donc, les problèmes oculaires ont été extrêmement présents. Ça a été un des principaux symptômes là, parmi les milliers de blessés. Il y a des gens, là, ça a été vraiment parmi ce qui a été répertorié, là, le principal symptôme. Il y a des gens qui ont perdu la vue de façon temporaire. Mais il y en a qui ça a été affecté de façon beaucoup, beaucoup plus grave. On parle de victimes qui sont restées paralysées à vie. Je vous rappelle que c'est le système nerveux qui est affecté. Et il y a même des gens qui sont tombés dans le coma pendant des dizaines d'années. C'était bien sûr un bilan catastrophique et les autorités sont parties à la recherche des responsables, bien sûr, de l'attaque. Et ça n'a pas été trop long avant de trouver les responsables parce que ce n'était pas leur première offense. L'homme que vous voyez ici, il s'appelle Shoko Asahara. C'est le fondateur de Aum, donc la secte qui est responsable de cette attaque-là. En fait, cette secte-là a été fondée en 1984. C'était à la base des classes de yoga et de méditation. Donc, ça faisait très longtemps qu'ils existaient. Comme je dis, à la base, là, c'était vraiment des classes yoga, méditation. Même qu'en 1989, ils ont obtenu leur statut d'organisation religieuse au Japon. Donc, on sait souvent, ça commence comme ça, l'univers des sectes. Ça va devenir un peu un univers un peu religieux et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient vraiment une très bonne réputation dans les années 1980, fin 80. Non seulement ils ont obtenu leur statut d'organisation religieuse, mais cet homme-là a écrit vraiment plusieurs livres. Il donnait des discours dans les universités. C'était vraiment quelqu'un de reconnu, au point qu'il s'est mis à avoir des dizaines de milliers de membres dans son organisation, et ce, pas juste
au Japon, là, mais ça s'est mis vraiment à sortir des frontières parce que lui, il disait vraiment que l'éducation, c'était important. Donc, il s'est mis à vraiment recruter au niveau des universités. C'était vraiment important pour lui d'aller chercher des gens qui étaient érudits, des gens au niveau de l'histoire, au niveau des sciences, des mathématiciens. Et il s'est mis vraiment à aller chercher des universitaires, à aller chercher des gens qui avaient des éducations en biochimie, ce genre de choses-là. Donc, il s'est vraiment entouré de gens extrêmement intelligents, mais évidemment, il y avait un plan derrière tout ça. Donc, vous vous en doutez, bien, plus le temps avance, plus les années avancent, plus il se met un petit peu à changer de discours. Un coup que son monde autour de lui, ben là, on voit les classiques autour de la secte. Donc, les gens se mettent à habiter ensemble. Ici, là, ils ont beaucoup d'argent. Hein, il a vendu des livres, il fait des discours. Les gens viennent résider autour de lui parce que, mon Dieu, il est intelligent, il s'entoure de gens intelligents. Et là, ils habitent ensemble, ils achètent des terrains, ils achètent des propriétés. Et là, il commence à changer un peu son discours, que là, bon, la fin du monde, elle s'en vient, ce qu'on appelle un Doomsday Cult, donc une secte de fin du monde, et les seuls qui vont survivre, évidemment, ça va être les membres de la secte. Vous voyez un peu le type de discours qu'il va avoir, vous voyez la façon de s'habiller, c'est toutes des caractéristiques là, qui vraiment vont déterminer un peu ce qu'est une secte. Et il va développer aussi un côté un peu de violence. Donc, pour ceux qui n'adhèrent pas à ses idées, ceux qui veulent s'enfuir, ceux qui rejettent un peu qu'est-ce qu'il dit. Donc, il va y avoir des histoires là, de violence. On va parler de kidnapping, on va parler de blessures et tout ça. Mais bon, il n'y aura pas vraiment de mesures prises auprès de lui parce qu'on ne croit pas vraiment à ça. C'est un homme érudit, c'est un homme qui va dans les écoles et tout ça, qui a une très bonne réputation. Donc, tout ça est un petit peu rejeté. Et sur un de ces terrains, il va même avoir un laboratoire qui va être construit parce qu'on vous le rappelle, hein, il a recruté des chimistes, il a recruté là, des gens qui travaillent en biologie et tout ça. Et il va mandater, entre autres, certaines personnes pour développer des agents chimiques et biologiques. Donc, vous voyez où ça s'en va avec tout ça. Donc, en 1994, il va avoir essayé un autre attentat avec un véhicule, en fait, une fourgonnette là, qui contenait un autre agent biologique. Mais il va passer sous le radar parce qu'en fait, ils vont réussir à mettre la faute sur... il y avait une femme qui avait été blessée et ils vont avoir réussi à mettre la faute sur son ex-mari. Donc, la secte n'est pas touchée là-dessus. Ça va être après l'attentat de 1995 qu'on va se rendre compte que c'était eux qui étaient en faute à ce moment-là. Donc, tant qu'il n'y a pas eu là, la grande attaque là, de 1995, ils vont réussir malheureusement à s'en sortir. Ça aura malheureusement pris l'attaque du 20 mars 1995 pour que enfin les autorités mettent fin au culte de Aum. En effet, ils vont débarquer au laboratoire qui avait été construit en 1992. Ils vont y retrouver tous les éléments, là, les agents chimiques, biologiques, des génératrices, des masques à gaz, tous les outils nécessaires. Là. Il y avait probablement d'autres attaques là, qui étaient prévues. Il va y avoir 13 membres de la secte qui vont être condamnés à mort suite à ces attaques-là, dont Asahara, le leader. Ces 13 membres-là, ça va prendre des années parce qu'ils vont porter en appel, ça va prendre des années avant qu'ils soient exécutés. Il y en a eu quelques-uns, dont Asahara, qui seront finalement exécutés en juillet 2018. Imaginez-vous donc, ça aurait pris tout ce temps-là. Et 190 autres membres auront été condamnés à diverses sentences. Mais malheureusement, il y aura tout de même eu 13 morts et près de 6300 blessés lors de cette attaque-là, qui, je vous le rappelle, était la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que vous avez aimé cette histoire-là. Si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, je vous invite, s'il vous plaît, à aller vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien, mais ça m'aiderait grandement. Je vous remercie. Bonne fin de journée.